Bonjour tout le monde. Je m'appelle Richard Fleet, je suis médecin d'urgence et psychologue. Je suis sur le CA de l'Association des médecins d'urgence du Québec et j'ai l'immense privilège d'interviewer Dr. Marie-Claude Miron, qui est radiologiste à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal et qui a mis sur pied un programme de paraidance à cet hôpital-là et qui finalement diffuse l'information sur comment développer ce programme-là à travers le Québec. Bonsoir, Dr. Miron. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être présente, puis j'espère que la conversation qu'on aura, qui se veut à bâton rompu et très amicale, puisse être utile à ceux qui nous écoutent. Je suis certain que oui, Dr. Miron. Alors, la première question, c'est la paraidance, là, c'est quoi en quelques mots pour des gens qui ne connaissent pas ça nécessairement? Bien, alors, la paraidance, comme nous on la voit, c'est évidemment, comme le terme le dit, le terme pair est très important là-dedans. C'est à l'effet d'apporter un soutien, une aide, une écoute à des gens qui nous ressemblent, donc à des pairs. Ce qui fait que à Sainte-Justine, on a décidé de créer un groupe de paraidance qui se veut un outil pour les membres du CMDP. On a le plaisir d'avoir, entre autres, un pharmacien qui nous accompagne. Donc, les membres du CMDP, c'est-à-dire les médecins, dentistes, pharmaciens, c'est un outil pour eux, à l'effet qu'on sait très bien les médecins ne consultent pas beaucoup, même les professionnels, à moins d'y être probablement acculés au pied du mur. Ce qui fait que ce groupe-là, il est local, c'est entre amis, c'est confidentiel, mais c'est pour apporter une aide, une écoute bienveillante. Fait que c'est ça le but de la paraidance. C'est pas de la thérapie, on ne se veut pas non plus une aide qui est aussi structurée, si je puis dire, que la PAMQ. C'est vraiment ce qu'on appelle un premier soin psychologique. Donc, c'est tout simple, mais c'est tout ce que ça a évidemment comme bénéfice. Et comment ça fonctionne concrètement? Est-ce que vous avez beaucoup d'appels, beaucoup d'interventions à travers les années? Avez-vous des statistiques de ce côté-là sur combien de personnes vous aidez parmi vos pairs, vos collègues médecins? Bien, d'abord, moi, j'ai eu cette idée-là il y a 5 ans et ça m'a pris du temps à pouvoir mettre sur pied ce programme-là parce que je savais et j'exprimais très bien, je disais, je sais ce que je veux, je ne sais pas comment y arriver. Donc, ça m'a pris un certain temps et il y a plus de 2 ans maintenant, le programme a pris naissance et pour moi, c'était très, très important qu'il y ait une pérennité. Donc, je sais que vous aurez des entretiens avec Joe Shapiro, qui est vraiment là, la leader mondiale en paraidance. J'ai eu la chance de la solliciter et j'ai eu l'immense privilège d'avoir son écoute là, quand je lui ai fait la demande. Donc, on a été formés par elle. Tout ce volet-là, je pense qu'elle va l'exprimer beaucoup mieux que moi. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on a voulu quelque chose qui soit extrêmement facile d'accès. Donc, on s'entend que les gens, à l'occasion, frappent à notre porte, nous téléphonent, nous envoient un courriel et les gens échangent de plus en plus leur numéro de cellulaire, donc par texto. Dire, j'aurais besoin de parler. Il y a deux formes, en fait, de contact qui s'effectuent. Il y a le contact où la personne qui sent le besoin de parler à un père vient solliciter un des pairs en question. Puis pourquoi je dis un des pairs, c'est que je suis très, très, très contente puis très fière de dire qu'on est une vingtaine de médecins et un pharmacien à l'hôpital qui formons le groupe de pairs aidants. Parce qu'évidemment, pour qu'il y ait une pérennité et aussi pour que ce soit facile d'accès, bien, il faut qu'il y ait une certaine disponibilité des gens. Donc, il y a ce type d'accès-là. Les gens nous demandent d'être entendus, d'être écoutés, d'être appuyés. Il y a une situation qui les rend inconfortables ou qui trouvent carrément très, très difficile à gérer. Je pourrais parler tantôt un petit peu des différents types là, de situations, mais il y a ce volet-là.
Puis, il y a le volet qui est aussi, puis Joe Shapiro insiste beaucoup là-dessus, il y a le volet aussi du reach out, c'est-à-dire pour qu'il y ait une pérennité à ces programmes-là, d'une part, il faut que ça soit diffusé, il faut que les gens en entendent parler dans l'hôpital, il faut qu'il y ait des affiches, il faut revenir souvent à la charge là, pour en parler, pour que les gens sachent que c'est toujours actif, premièrement. Et aussi, pour assurer une pérennité, le reach out est important, c'est-à-dire que on se veut, sans être intrusif, évidemment, on se veut des oreilles et des yeux pour nos collègues à l'hôpital. Si on sent qu'il y a une situation qui peut être difficile, par exemple pour un groupe, ou si on sent que quelqu'un peut être un petit peu en difficulté parce qu'on sait qu'il y a eu un coup dur, là, un patient qui a mal été, ou on en entend parler entre nous. Là. Puis sans être intrusif, on offre notre aide. Alors, moi, il m'est arrivé à l'occasion de prendre le téléphone ou d'envoyer un courriel ou de me présenter carrément auprès d'un collègue puis dire « Ah, j'ai entendu parler, peut-être qu'il y avait une situation difficile. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse en parler? » Donc, c'est sûr que quand le volet où le père nous demande un temps d'écoute, le contact peut être pas nécessairement facile à effectuer, mais il y a quand même une volonté du père de demander d'être écouté. Quand on fait du reach out, il faut qu'on soit conscient que d'une part, malgré toute délicatesse et malgré le fait qu'on ne se veut pas intrusif, c'est sûr qu'on peut s'attendre, puis il faut vivre avec le fait de se faire dire je m'excuse, là, mais je n'ai pas envie d'en parler. C'est très personnel à moi. Puis bon. Alors, il y a des gens qui sont moins confortables avec ça. Les fois où moi je l'ai fait, ça a été extrêmement bien perçu. Je me souviens d'une fois où, en dehors des heures, il était peut-être rendu 6h30 du soir, j'ai pris le téléphone, j'ai fait signaler une collègue parce que j'avais entendu parler d'une situation difficile dans laquelle étaient impliqués plusieurs professionnels différents à l'hôpital et des collègues de spécialités différentes également. Alors, je me suis dit, OK, dans ce groupe-là, quelle personne je me sentirais bien, je me sentirais assez confortable pour interpeller. Alors, j'ai appelé la personne en question, puis j'ai dit, écoute, je t'appelle de façon très amicale. Ce n'est pas quelqu'un qui est près de moi nécessairement, mais au fil du temps, on connaît les gens dans l'hôpital. Alors, j'ai dit, je t'appelle de façon extrêmement amicale. J'ai entendu parler qu'il y avait une situation qui pouvait peut-être être un peu difficile. Je voulais juste que tu saches que je suis là. Si tu as besoin de parler, à l'occasion, ça peut te faire du bien, ou si tu sens qu'un des collègues. Il y a eu un moment de silence au téléphone, puis là j'avais de la difficulté à jauger un peu parce qu'évidemment, il n'y avait pas, j'avais pas le non-verbal, j'avais pas la gestuelle, j'avais seulement le ton au téléphone. Et après un certain temps de silence, la personne m'a dit, ça fait 3 semaines que je ne dors pas et il n'y a personne qui était venu vers moi pour me tendre la main. J'apprécie vraiment beaucoup. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut être capable de recevoir ça ne te regarde pas, je ne veux pas en parler, ça c'est correct. Mais ce volet-là est très important pour qu'il y ait une pérennité. Donc, au fil du temps, il y a eu, comme je disais, des appels, des gens, il s'est arrivé qu'il y a des gens qui m'appellent et disent, écoute, j'ai un collègue actuellement qui ne va pas bien, est-ce que tu as du temps maintenant? C'est sûr que quand on devient père aidant, il faut qu'on ait une certaine disponibilité. Ça se peut que la personne, c'est à 9h le soir qu'elle ait envie de parler. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé un samedi soir à 9h de recevoir un texto, dire « j'ai besoin de parler ». Bon, je me sentais extrêmement confortable avec ce fait-là. Donc, j'ai appelé la personne, puis on a parlé longuement, puis ça semble lui avoir fait du bien. Donc, il y a, puis comme je disais, il faut diffuser, il faut en parler, il faut que les gens sachent qu'on existe. Donc, on s'est fait faire des affiches. Et ceux qui, comme moi, ont un bureau fixe, on a collé les affiches à notre porte. Alors, c'est déjà arrivé, moi, j'ai une porte qui est pleine, puis j'ai une porte vitrée qui est givrée. J'étais dans mon bureau un soir, puis je voyais une ombre
au travers la porte givrée, puis je voyais quelqu'un qui semblait lire la fiche en question. Alors, après, et là, je regardais, mais je ne bougeais pas. Après quelques minutes, j'ai entendu un petit cognement à la porte extrêmement léger. Alors, la personne est entrée, c'est quelqu'un que je connaissais très peu, puis qui m'a dit, j'ai vraiment besoin de parler, as-tu du temps? Donc, il y a toutes ces façons-là. Il faut que ce soit facile. La façon aussi de le faire, c'est, il faut, en termes de reach out, ce n'est pas nécessairement du reach out personnel, mais nous, on s'est assuré de rencontrer personnellement les différents groupes. Donc, certains d'entre nous sont allés rencontrer les gynécologues, les urgentologues, les pédiatres là, sous le volet de tout le département de pédiatrie. On a fait beaucoup de représentations, puis on va en refaire encore parce qu'il faut toujours que la roue tourne auprès des chefs de service de département. Alors, il faut être visible. Docteur Miron, ça m'apparaît vraiment être une mission excessivement importante, celle que vous avez entamée à l'hôpital Sainte-Justine. Je sais aussi que l'Association des médecins d'urgence du Québec vous a invité à faire une présentation. On a votre superbe présentation dans nos archives et ce soir, ce n'est qu'une introduction finalement à votre projet et on souhaite vraiment à la MUC diffuser le message comme de quoi qu'il est possible d'aider vos pairs et que est-ce qu'on peut offrir aux gens de vous contacter à travers le Québec si jamais on veut partir un programme de père-aidance dans nos milieux? Oui, certainement, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pataugé là, pendant au moins 2 grosses années pour savoir comment je pouvais faire ça. Et malheureusement, j'avais pas beaucoup d'aide locale. En fait, je n'en avais pas. Puis maintenant, c'était très, très, très important pour nous de diffuser le message. Puis oui, on est disponible. Puis même avec Joe Shapiro, on s'était dit qu'on pouvait nous prendre le relais un petit peu au Québec avec la formation qu'elle nous a donnée. Il y a peut-être un côté qui est important, c'est que, évidemment, il y a la pandémie qui est difficile énormément pour tous. Comme j'ai dit tantôt, nous, ça fait plus de 2 ans. Là, on l'a mis officiellement au monde, entre guillemets, en décembre 2019. On avait commencé un petit peu, mais en décembre 2019, à une première réunion du CMDP, on a annoncé officiellement qu'on était présent. La pandémie touche tout le monde, puis souvent, dans ce genre de situation-là, les échanges de groupes peuvent être intéressants. Actuellement, nous, on a eu quelques échanges de groupes. Le volet que l'on voit le plus de demandes d'aide, c'est des gens qui sont aux prises, par exemple, avec une plainte, qui sont aux prises avec un patient qui est décédé ou qui a eu là, des effets adverses et qui affectent énormément le médecin traitant ou les intervenants auprès de ces patients-là. C'est beaucoup, beaucoup ça qu'on a vu. Tantôt, vous me demandiez, ça a été quoi le feedback? C'est quoi le feedback des gens? Là, les gens sont habitués d'en entendre parler, mais je dois dire que même maintenant, mais surtout au début, il y a des gens que je connaissais très peu, qui arrêtaient devant mon bureau puis qui me disaient « Ça fait 15 ans que tu aurais dû partir ça. Moi, il m'est arrivé des situations difficiles, puis j'avais personne pour m'écouter. C'est extraordinaire ce que vous faites là et tout ça. » Donc, je pense qu'il y a vraiment une plus-value. Il faut continuellement, je crois, par contre, quand on commence un programme comme ça, il faut se renouveler continuellement, puis il faut se faire de la formation médicale continue. Au même titre là, qu'on fait là, dans nos différentes disciplines. Ce qui fait que nous, on se fait des communautés de pratique. On se fait des séances pour nous, comme père aidant. D'une part, pour ventiler des fois des situations qu'on a trouvées extrêmement difficiles parce qu'il faut s'entendre, nous, on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute, on est juste là comme des gens bienveillants, mais il y a des situations des fois qui peuvent nous troubler. Donc, c'est important ce volet-là, il ne faut vraiment pas laisser, partir un groupe de pères aidants, c'est une chose, l'entretenir, c'en est une autre. Aussi, c'est pas facile l'interaction nécessairement entre un père aidant
et quelqu'un qui demande de l'aide ou qu'on va solliciter pour savoir s'ils ont besoin de nous. Ce qui fait que nous, on se fait des séances comme je disais, de communauté de pratique aussi où on s'est créé des scénarios. Et il y a quelqu'un qui acte la demande d'aide, il y a quelqu'un qui acte le père aidant et il y a quelqu'un qui prend des notes à côté. On fait ça en petits groupes, puis après, par exemple, après qu'on ait échangé 2 ou 3 scénarios, on revient tous en groupe et on dit « Qu'est-ce que tu as trouvé difficile comme père aidant? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça a été quoi qui a fait que tu t'es senti confortable? » Bon, tout ça. Fait que ça, c'est très, très important. Puis, on a l'immense privilège, je dois dire, après avoir beaucoup sollicité les gens, mais on a l'immense privilège là, de recevoir du soutien du PAMQ. On a des échanges avec Dr. Chantal Brien qui nous propose des médecins conseils où on fait encore là des communautés de pratique où les pères aidants, on est en ligne avec les médecins du PAMQ pour pouvoir s'aider à devenir meilleurs. Fait que il y a la création, il y a l'entretien. Ces 2 choses-là sont extrêmement importantes. Une petite chose que je voulais dire, juste pendant que j'y pense, côté pandémie, ce que nous, on a jugé intéressant et c'est des choses qu'on veut continuer à faire. Puis d'ailleurs, vous étiez venu comme conférencier, c'est de faire des conférences qu'on appelle grand public. Grand public pour nos gens de l'hôpital, mais où on a eu une psychologue qui est venue nous parler de la résilience. On a eu, lorsque vous étiez venu pour nous parler de la science du bonheur. Ça, c'est des choses, je pense, qui font énormément de bien en situation de pandémie où on a tous à vivre la même chose. Puis, il y a l'autre côté. Il y a le côté plus personnel d'une plainte, d'une difficulté ou des fois d'intimidation ou des jeunes qui reviennent de congé de maternité puis qui ont de la difficulté à se réintégrer. Tous ces volets-là, il ne faut pas sous-estimer la détresse que ça peut amener chez les gens. Alors, c'est un petit peu ça qu'on veut faire entre nous, là. Docteur Miron, c'est malheureusement pas assez de temps pour parler de ce sujet important. Il me semble qu'on aurait besoin de vous parler encore plus. Il me semble qu'on aurait besoin d'une docteur Miron dans chaque hôpital. Sainte-Justine est tellement privilégiée de vous avoir. On vous remercie pour ce que vous faites pour votre hôpital et pour le Québec. Et on vous souhaite bonne chance et merci d'être là pour nous en temps de COVID. En tout cas, ça me fait très, très plaisir. Puis oui, on est très disponible pour recevoir des appels, des courriels ou quoi que ce soit. Merci. Bon.